pouvez vous installer confortablement. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Écoute le podcast. La révolution de l'intelligence artificielle. Le scandale Cambridge Analytica. Algorithme, IA, réseau de neurones. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Alors quel problème le dessus sur nous? C'est définitivement non. Les gens, ils n'auraient plus rien à faire. C'est quoi le métier de comptable demain? Paris donne sa chance à l'intelligence artificielle. 50% du temps des collaborateurs qui étaient consacrés à la saisie comptable, aujourd'hui, ils peuvent faire autre chose. 85% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Les robots feraient la guerre. Regardez qui dirige l'intelligence artificielle dans tous les grands groupes dans le monde sont des Français. Une fois qu'il y aurait des robots, il y aurait des robots pour fabriquer des robots. Par contre, quelle repose de danger, ça dépend de nous. Nous assistons maintenant à un concours entre un être humain et une machine équipée d'une intelligence artificielle. Je crois que la race de l'homme se perdrait. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle avec mes deux invités. Du coup, premier invité, Julien, qui est actuellement étudiant à l'Insight Toulouse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Alors moi, là, déjà, dès le lycée, je savais... D'abord, bonjour. Du coup, dès le lycée, je savais que je voulais faire même de l'IA et de l'informatique et des maths. Et donc après, je suis allé en classe prépa pendant 2 ans. Et l'année dernière, je suis rentré à l'ENSET. Et j'ai eu un peu de chance parce que quand je suis rentré à l'ENSET, ils ont ouvert une nouvelle classe qui était spécialisée dans le domaine de l'IA. Et donc là, je suis dans ce nouveau cursus qui vient de démarrer. Voilà, donc c'est un double diplôme en intelligence artificielle entre l'INSA Toulouse et l'ENSET Toulouse. Et ça se passe aussi en alternance, donc j'ai la chance de pouvoir faire de l'IA de façon concrète en entreprise. Ok, parfait. Avec nous également pour cet épisode, Mathéo, qui est étudiant à 42 Paris. Du coup, Mathéo, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et ton école actuellement? Yes, salut à tous. Alors moi, du coup, j'ai rejoint 42 il y a 2 ans. C'est une école où on apprend de pair à pair, donc c'est en discutant avec les gens qu'on apprend. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de prof, c'est assez particulier. Mais voilà, c'est une manière d'apprendre et du coup, c'est assez autodidacte. Donc j'ai une autre approche par rapport à Julien, donc ça peut être intéressant de discuter aussi là-dessus. Et puis voilà, enfin moi je me suis intéressé à l'informatique environ fin lycée, on va dire, parce que voilà, j'étais plus scientifique à la base et ça s'est tourné plus vers l'informatique et l'IA là assez récemment. Ok. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Merci. Donc dans un premier temps, on va planter le contexte en exposant un peu l'historique des avancées technologiques en termes d'IA. Et du coup, ça nous amènera à aborder les évolutions qui ont pu voir le jour et donner naissance aux diverses catégories qu'on évoquera dans la deuxième partie de l'émission. Et dans la dernière partie, on abordera des questions d'éthique autour de divers sujets, notamment grâce aux questions que vous nous avez posées sur Instagram. Bien que supposé par le scientifique Alan Turing en 1950, le terme intelligence artificielle est apparu pour la première fois en 1956 lors d'une conférence donnée par John McCarthy aux États-Unis. L'objectif de cette science, c'est de parvenir à simuler via un ordinateur une prise de décision qui était alors uniquement réservée au cerveau humain. Pour cela, on va donner un cadre à la machine en lui expliquant en quelque sorte les règles du jeu afin qu'elle calcule via son processeur la meilleure chose à faire en fonction de son objectif. Et pour ça, on va mettre à sa disposition des milliers d'exemples de la situation. Ce sera donc les données. Mais avant d'aller un peu plus loin là-dessus, on va revenir à Alan Turing et avec sa question « La machine est-elle capable de penser ?» Avec cela, il introduit au milieu du XXe siècle une problématique qui fait encore réagir de nos jours. Il imagine dès 1950 un jeu, le jeu de l'imitation, qui s'appellera par la suite le test de Turing. Le concept du test est simple, il y a un juge humain qui discute via une conversation en ligne avec un interlocuteur inconnu. Et à la fin des échanges, il doit deviner s'il est en train de parler à un véritable humain ou à un robot. S'il se trompe, le robot gagne. Et donc Turing, il prédit que dans les années 2000, les juges commettraient 30% d'erreurs sur une durée de conversation d'environ 5 minutes. En 2011, suite à une conversation de 4 minutes, le programme indien Cleverbot trompe 1134 votants et emporte le test avec 59% des voix, la première fois qu'un robot dépasse la majorité. L'un des premiers imitateurs de conversation, ou chatbot, se nomme Eliza, donc E-L-I-Z-A, vous pourrez faire vos propres recherches sur internet. Elle a été programmée entre 1954 et 1956,
et elle a pour rôle de jouer la psychothérapeute auprès de patients. En gros, elle a réussi à épater les humains avec des raisonnements simples. Du coup, si par exemple un humain lui dit « je me sens triste », elle va reformuler en disant « pourquoi dites-vous que vous vous sentez triste ?» Il y avait également une autre feature, ce qui était que si elle détectait dans la phrase de l'humain une référence à la mère ou au père, sa réponse était « allez-y, parlez-moi plus de votre famille ». Et en gros, ça a été un des premiers chatbots qui a vraiment bluffé les humains à l'époque, à la fin du XXe siècle. J'aimerais rajouter qu'il y a même des anecdotes qui disent qu'il y a des gens qui devenaient dépendants à cette relation avec Elisa. Et même, ils trouvaient vraiment que ça avait un sens thérapeutique, ce que la machine répondait. Et au final, c'est peut-être pas forcément bête de reformuler avec des questions ce que dit la personne en détresse, enfin en tout cas celle qui a besoin d'une thérapie. Parce que ça peut faire réfléchir sur ce qu'on a envie de dire et de sortir de soi. Men are all alike. In what way? They're always bugging us about something or other. Can you think of a specific example? Well, my boyfriend made me come here. Your boyfriend made you come here? He says I'm depressed much of the time. I'm sorry to hear that you're depressed. It's true. I am unhappy. Do you think coming here will help you not to be unhappy? Un processus assez simpliste de reformulation. Il y avait un impact réel chez les patients Ouais. Et du coup, après ces tentatives d'imitation, on a essayé de challenger les hommes et dans des cadres plus techniques que l'aspect relationnel. Et c'est notamment le cas du très connu Deep Blue développé par la société IBM. Et donc ce programme, il avait pour objectif de remporter une partie d'échecs contre le meilleur joueur de l'époque qui était Garry Kasparov. Face à face, deux monstres. L'un, Kasparov, ne supporte pas la défaite. L'autre n'est pas vraiment conçu pour perdre. Cet ordinateur dispose en effet d'une base de données qui répertorie toutes les parties jouées au XXe siècle et Kasparov a juré de lui faire mordre la poussière. Et donc, aux grandes dames de ce dernier, ça s'est produit le 11 mai 97 lors du match revanche. Parce que, pour la petite anecdote, il y avait une première victoire de Kasparov en 1996. Et à la suite de ça, il avait déclaré que la machine ne le battrait jamais. Et malheureusement, c'est arrivé. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. Il était certain pourtant d'en venir à bout. Cependant, l'intelligence a dû laisser place à la formidable puissance de calcul stockée dans les laboratoires d'IBM et implantée dans les entrailles d'un ordinateur d'une tonne et demie. Aujourd'hui, il existe une intelligence artificielle qui possède carrément une nationalité. Donc c'est le cas de Sophia, une humanoïde développée en Chine, qui s'est vue offrir la nationalité saoudienne. Et elle est également capable de tenir une conversation et d'imiter des expressions faciales. Elle a été invitée sur de nombreux plateaux télé. Il y a pas mal de vidéos sur Internet qui montrent ces espèces d'interviews du robot. C'est un peu bizarre parce qu'elle a vraiment une forme humaine et un visage bien modélisé. Le fait que tu trouves bizarre, le Sophia, il y a plein de monde, en fait, c'est même humain de trouver que c'est bizarre. C'est une problématique de robotique qu'il y a beaucoup. C'est la vallée de l'étrangeté. Peut-être je le traduis mal en français. Et en fait, ça dit que quand c'est pas parfait, l'expression faciale, mais que c'est assez réaliste, c'est horrible en fait. Les gens s'y habituent pas et du coup ça rend très mal. C'est exactement ça qui se passe avec Sophia, quoi. Okay. C'est un peu comme dans les jeux vidéo finalement. Comme les jeux vidéo. Ouais. Parce que maintenant, avec les jeux vidéo, on est arrivé quand même à un niveau où on se sent bien quand même. Mais au début, c'était malaisant, quoi. Ouais, clairement. En fait, il y avait une frontière où c'était vraiment pas réaliste au début. Et du coup, tu savais que c'était un jeu vidéo. Et ensuite, il y a eu ce petit moment de flottement où ils essayaient de recréer des expressions faciales et tout. Et là, maintenant, on est passé un petit peu de l'autre côté, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la vallée de l'étrange en français. Du coup, pour regarder un peu, genre, il y a toute une gamme, en fait, de visages, sur l'échelle du réalisme, où du coup, ça rend très mal. Et ça fait très peur, en fait. Ok. Intéressant. Du coup, les exemples que je viens de citer, c'est des projets marquants qui ont choqué la population à l'époque où ils sont sortis. Mais il y a plein d'autres projets qui fonctionnent sur la technologie qu'on va aborder maintenant et qui sont en fait complètement implantés dans notre quotidien, quoi, qu'on utilise tous les jours, même parfois sans forcément s'en rendre compte ou sans forcément savoir le définir, quoi, comment ça fonctionne et tout. Et du coup, on va passer à la deuxième partie de l'émission en essayant d'expliquer un peu le fonctionnement de ces technologies qu'on utilise, comme je dis, tout le temps.
Et on va commencer avec le machine learning. Donc, Julien, toi qui étudies là-dedans, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, qu'est-ce que c'est le machine learning? Moi, j'ai pas de définition vraiment très académique parce que on voit tellement de choses qui se définissent comme du machine learning et on a tendance un peu à vouloir parler du machine learning avec les dernières technologies qu'on utilise actuellement. Mais en fait, le machine learning, ça peut être des algorithmes qui existent depuis 100 ans, enfin quelque chose qui est très vieux. C'est juste l'idée, enfin comme je le vois, c'est juste l'idée de modéliser de modéliser le problème informatiquement et de le laisser la machine le résoudre. Et donc ça, par exemple, ça peut être un problème juste je sais pas qu'est-ce que je prends comme problème simple. Je réfléchis un peu. Un exemple que j'avais vu moi, c'était pour reconnaître par exemple un mail spam d'un mail pas spam. Mais ça, par exemple, un problème comme reconnaître un mail spam d'un mail pas spam, c'est quelque chose qui est résolu depuis 50 ans, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose de très difficile. Et les résolutions enfin les méthodes qui permettent de résoudre ça, c'est pas du tout ce qui est à l'état de l'art actuel, en fait. Voilà. Enfin, après, je pense que Mathéo définira mieux machine learning que moi, quand même. Ça, c'est trop large. Ouais, alors très simplement, pour moi, c'est en fait la possibilité à un programme de pouvoir apprendre de lui-même entre guillemets avec les données qu'on lui rentre et de pouvoir s'adapter au cours du temps, on va dire à l'exemple qu'on lui donne pour avoir une réponse cohérente. Voilà, c'est plutôt la définition que je donnerais. Ok. Du coup, bon, je sais qu'il y a plein de types de machine learning différents avec des méthodes de fonctionnement qui sont différents. Pour cet épisode, on va essayer de se spécialiser donc sur un exemple simple qui parle à tout le monde et on va expliquer un petit peu plus précisément du coup cet exemple. Et après, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écouter le deuxième épisode dans lequel peut-être qu'on parlera d'autres technologies du genre ou de vous renseigner vous-même sur Internet. Du coup, je vais prendre l'exemple d'un programme qui serait capable de calculer le prix d'une voiture. Donc, par exemple, Julien, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est du machine learning? Du coup, il faudrait avoir les données pour faire ce programme-là. Donc, l'idée, c'est, par exemple, on est un vendeur d'occasion, de voitures d'occasion. Et donc, on a un tableau Excel avec des clients et il faut leur proposer un prix. On a comme information donc des données sur chaque voiture. Donc, on va dire, par exemple, les dimensions de la voiture, une note de 1 à 10 sur l'état de la voiture, la date de mise en circulation de la voiture, tout un tas d'infos comme ça. Et en fait... Ça, c'est des informations qu'on appelle les facteurs. Ouais, c'est des données en fait que tu as en entrée de ton modèle et tu voudrais pour chaque voiture avoir un modèle boîte noire, un truc qui te ressorte un prix. Et c'est très important en fait de se dire pour le machine learning et l'IA en général, il faut vraiment savoir ce que tu veux ce que tu as en entrée, ce que tu as comme information. C'est évident. Donc là, dans notre exemple, l'objectif c'est de rentrer des facteurs qu'on connaît et que l'IA compare avec sa base de données et nous sorte un prix qui soit cohérent. Alors potentiellement avec sa base de données, mais le mieux c'est que notre algo qui a au centre, il est appris et qu'il n'y ait plus besoin vraiment de la base de données. Quoi. Après, il a eu la base de données en phase d'apprentissage, comme on dit, mais après en phase de prédiction, soit on appelle ça inférence, et il n'y a plus besoin de la base de données. Après, quand on reste dans le machine learning, il y a énormément d'algos. Et donc, il y a des algos qui ont, par exemple, besoin de tout le temps d'avoir la base de données à leur truc. Un algo tout con, ça pourrait être, tu regardes la voiture, tu as une nouvelle voiture, et tu as une base de données avec les dimensions et tout, et les prix mais qui ont été déterminés par un humain qui, normalement, a bien fait son travail. Et tu regardes la voiture qui est le plus proche en termes de caractéristiques. Ça, c'est un algo qui s'appelle le cas plus proche voisin, par exemple. Mais il cherche les autres voitures qui ont les mêmes caractéristiques, et il se place au milieu et il sort un prix. Dans l'optimal, il trouve une voiture qui est très proche, donc forcément, si elle est très proche sur toutes les caractéristiques. Mais donc là, du coup, il n'y a pas vraiment d'apprentissage. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment de la comparaison pure, quoi. Et ça, c'est un algo qui peut pas passer à l'échelle, quoi. Si tu veux faire la recommandation YouTube, ça veut dire qu'il faut que tu, à chaque fois, que tu aies toute la base de données de YouTube en cache, quoi. Enfin, que tu regardes, c'est pas possible. Donc, l'idée, c'est de synthétiser un peu cette information et d'avoir des
Donc des modèles un peu plus performants qui font ça. Ok. Et du coup, Un peu plus généraux aussi. Ouais, voilà, et qui généralisent beaucoup parce que là, ouais, déjà si ta base de données est pas solide, ça va poser des problèmes. Et puis tu as le problème de la mémoire et de ok. ouais, tout Du ça. coup, à partir de la base de données, l'IA, il va créer une courbe, une fonction mathématique, qui est censée, à partir d'une formule de type x dimension plus x option, plus y option plus z état de la voiture égale un prix. Et en gros, ça va tracer une courbe. Et ensuite, quand on va lui apporter de nouveaux facteurs, il va pouvoir mettre ça sur sa courbe et regarder en ordonnée le prix de la voiture, quoi. Ouais, bah Tout du à coup, fait. ce que Après, courbe. Pardon, vas-y. vas-y, Mathéo. Non, vas-y, t'inquiète. Ouais, je voulais juste dire, courbe, en fait, ça dépendra du nombre de facteurs que tu lui donnes. Ça sera Ou ça peut n être une ligne droite, dimensions, quoi. en fait. Non, mais je veux dire, ça Ah, sera ok. d'autant plus complexe que t'as de Ouais, tu facteurs peux pas le représenter. en entrée. Ok. Mais ouais, du coup, dans l'idée là, l'intuition que tu as un peu, c'est potentiellement peut-être qu'on peut, par exemple, si on va prendre que la dimension, si on prend que par exemple la hauteur de la voiture, Ouais. et qu'on a les prix, potentiellement qu'on peut séparer, que par exemple plus une voiture est basse, ou si la voiture est très basse, ou si la voiture est très haute, Ouais. ça va être soit un grand SUV, soit une voiture de sport, elles sont très chères. Ok. Si elle est comme les citadines classiques, non. Ok. Et du coup, là, tu pourrais commencer à réfléchir à une fonction mathématique qui, avec tes données, te donnerait le résultat Y, le prix de la voiture. Ok. Et puis, c'est là que le machine learning est important. En fait, c'est là qu'il y a beaucoup de diversité dans le machine learning, c'est que tu as autant de choix de fonctions que de fonctions qui existent, c'est-à-dire une infinité, quoi. Ok. Et du coup, ce qui s'utilise beaucoup maintenant, c'est les réseaux de neurones. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Pourquoi, en fait, est-ce que ce type de fonction-là peut modéliser notre problème et on n'a pas trop de questions à se poser qu'il vaut mieux partir par un réseau de neurones. Et voilà. Et après, je sais pas tout ce qu'on peut dire. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que là, du coup, le vendeur de voitures, il a déjà énormément de chances, par exemple, d'avoir les données en entrée et potentiellement le catalogue qui est potentiellement très grand, Ouais. et les prix qui auraient été déterminés avec un gain. Et c'est pas tout le temps le cas. Et en fait, les IA ne se résument pas qu'à la science des données. Ok. Tu as des IA, par exemple, chez Boston Dynamics, les robots qui marchent, il n'y a pas vraiment de données derrière. Ok. Ça, on aura l'occasion d'en parler, c'est Ouais, sûr, ça s'appelle renforcement learning. Ouais. Ok. Et du coup, là, tu as dit un terme qui est le terme de réseau de neurones. Du coup, là, on sort du machine learning classique dont on parlait avant. C'est une sous-catégorie du machine learning classique. On reste dedans, mais on se spécialise, quoi. C'est ça. Tu as l'algo des K-means, enfin des cas à peu proche voisins, que je te parlais tout à l'heure, avec la grosse base de données, rien à voir avec les réseaux de neurones. C'est quelque chose, tu n'as pas de fonction en fait derrière. Tu regardes Et donc ça s'appelle du deep learning. Et ça en fait, le deep learning, ça serait, par exemple, plutôt que la personne, elle sélectionne les dimensions de la voiture, là, de lui donner la photo de la voiture. Comme ça, c'est encore plus simple. En tout cas, quoi qu'il en soit, de lui donner des données brutes qui n'ont pas déjà été traitées. Qui ne sont pas découpées en dimensions égales, couleurs égales, état égal. Si tu n'as pas plus brut que ça, oui. En Mais gros, l'objectif, c'est que la machine détermine depuis l'entrée ses propres facteurs pour ensuite faire la généralisation et sortir un prix correspondant. Potentiellement, tu retrouverais les types de voitures en intermédiaire, et après tu aurais le prix en final, c'est ce que tu veux, quoi. Et souvent, oui, c'est pas forcément tes réseaux de neurones quand tu as du deep learning, mais c'est très souvent le cas en fait, en 2021 en tout cas. Ok. Du coup, le deuxième thème que je voulais aborder, c'était les simulateurs de jeux. Parce que, comme on l'a vu en introduction, les programmes Deep Blue et tout ça qui ont réussi à battre les champions d'échecs et tout. Mais il y a maintenant quasiment n'importe quel jeu sur console, par exemple le jeu FIFA, ça te permet de jouer contre l'ordinateur. Et là, la machine, elle n'a pas le choix entre une seule chose qui serait le meilleur coup, mais elle a le choix entre plein d'actions qui seraient faire une passe, faire un tir, courir, etc. Du coup, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, quoi, derrière le faux gameplay, quoi. Alors moi, je voudrais bien parler un peu des échecs, mais si Julien a une réponse sur FIFA, je te laisse commencer. Moi, du
du coup, je pourrais revenir un peu sur ce que tu as dit avec Deep Blue. En fait, en introduction, on a parlé de Deep Blue, et ça illustre vachement ce qu'on a dit là tout à l'heure sur le machine learning et qu'il y avait plein de choses dedans. Ouais. Deep Blue, par exemple, c'est un algo très proche dans la façon de faire de ce que je t'ai dit tout à l'heure avec les cas plus proches voisins où tu stockes énormément de choses. Il stockait toutes les combinaisons possibles Deep Blue, et il choisissait la meilleure. Stupide. Il prenait le jeu d'échecs, il calculait toutes les combinaisons et il éliminait celles qui n'étaient pas bien. Donc ça, par exemple, tu peux réfléchir ça avec aux échecs. Si tu perds un roi, si tu perds ta reine, c'est très mauvais. Donc on va dire qu'on va pas aller dans cette partie de l'arbre, de l'arbre des combinaisons. Et donc c'était un algo qui était très stupide et ça marchait bien avec les échecs parce que on avait assez de puissance de calcul pour calculer 10 coups à l'avance, pour faire énumérer les 10 coups. Mais à un jeu comme le Go, comme FIFA, comme beaucoup de jeux, c'est pas possible d'avoir autant de données, d'avoir autant de calculs. Okay. Et du coup, il faut forcément des approches différentes. Donc, je pense qu'on en parle après. Mathéo, je crois que tu voulais nous parler du jeu de Go et notamment du programme AlphaGo. Ouais, je voulais juste revenir dessus parce que là, c'est un peu ce qui a été le plus récent au niveau des bots, on va dire, de jeux de plateau. Et voilà. Est-ce que tu peux expliquer un peu du coup ce que c'est le jeu de Go et ce que c'est le bot en question, quoi? Alors le jeu de Go, l'expliquer comme ça, je sais pas, mais on va dire que c'est une sorte d'échec asiatique qui est beaucoup plus. C'est un jeu de plateau, quoi. Ouais, voilà, un jeu de plateau, mais beaucoup plus complexe que les échecs de par sa taille de plateau, qui est beaucoup plus grande. Et voilà, et du coup c'était très compliqué de déterminer à l'avance, de compter tous les coups, comme disait Julien tout à l'heure pour les échecs, qui est plus raisonnable, mais il y a quand même beaucoup de cas pour les échecs. Et d'ailleurs, on peut pas tout calculer, il faut quand même sélectionner. Et du coup, AlphaGo ont réussi à faire un programme qui a réussi à battre l'un des plus grands joueurs de Go, qui était Lee Sedol, je sais pas comment on dit. Je crois que c'était en mai 2016, un truc comme ça. Et d'ailleurs, ils l'illustrent ils ont fait une sorte de documentaire sur YouTube, vous pouvez aller voir si vous voulez, qui montre ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est très émouvant, je trouve, d'avoir un moment où l'humain se fait battre par une machine. Enfin, c'est assez bizarre et étrange, surtout sur ce jeu où on avait l'impression qu'il y avait encore de la marge à l'humain, tu vois. Et en fait, là, c'est un peu comme les échecs, on va dire. Ils vont faire en fait une présélection des choix, des coups futurs qu'ils vont imaginer, enfin en tout cas que le bot va imaginer. Et pour chaque coup, en fait, ils vont avoir une sorte d'estimation de la probabilité que ce coup a été joué par une personne, une personne de très haut niveau au Go, parce qu'ils se sont en fait entraînés à chaque fois avec des données de parties déjà jouées, de professionnels, etc. Donc ils ont, comme on disait tout à l'heure, des données, des paramètres qui permettent de déterminer avec des entrées, des facteurs. Donc là, les facteurs, ça sera la position du plateau, par exemple. Ils vont pouvoir déterminer la probabilité de jouer tel ou tel coup. Et du coup, grâce à ça, plus de la simulation de jeu, donc c'est-à-dire qu'ils vont jouer des parties aléatoires pour jouer des parties entières, pour voir si tel ou tel coup a plus de chances de gagner à la fin de la partie. Et du coup, ils vont réussir à faire dans un temps assez raisonnable des prédictions vraiment incroyables, puisqu'ils arrivent à battre des très grands joueurs comme Lee Sedol. Okay. Donc voilà, juste pour revenir. L'idée en fait derrière AlphaGo, c'était de ne pas aller d'aller explorer l'arbre, mais de façon beaucoup plus intelligente. En tout cas, ça c'était l'idée pour la première version d'AlphaGo. Okay. Et ça illustre énormément ce qui se passe en ce moment en fait. Donc ça, j'en parlerai après. Du coup, l'idée c'est d'avoir une fonction qui comme Mathéo disait, qui détermine en fait si le coup il était plausible pour un grand joueur. Et donc forcément ils avaient une base de données de parties de grands joueurs. Et ce qui s'est passé en fait juste après AlphaGo, c'est qu'il y a eu AlphaGo 0 qui là n'avait aucune donnée et qui a battu AlphaGo. Puis ensuite il y a eu Alpha 0 et même après Mu 0 qui là n'avaient aucune donnée mais ne connaissaient même pas les règles du jeu. Okay. Et qui ont quand même réussi à battre. Donc en fait, on en est à un moment où voilà, on n'a plus besoin de données, on n'a même plus besoin de règles du jeu. Juste tu lui donnes l'environnement. Donc ça, c'est un domaine qui s'appelle le renforcement.
Ok. Tu donnes juste l'environnement, il arrive à battre. Et c'est là que c'est impressionnant, en fait, parce que de façon incrémentale, et à chaque fois, ils ont fait mieux qu'avant, avec moins. Et donc là, ouais, c'était vraiment... En fait, AlphaGo, c'était énorme, mais quand ils sont passés à ne plus avoir de données ni avoir les règles du jeu, enfin, la dernière version, c'est Mu0, Ouais. c'était d'autant plus impressionnant. Et pourtant, ça a pas eu le raisonnement médiatique Parce qu'on avait déjà fait le boom d'avoir battu le Ouais, c'est champion ça. du monde. quoi. C'était le gros coup, et on disait que c'était en 2016 à peu près. Hein. Donc là, on est en 2022, ça a évolué vraiment super vite. Quoi. Après, entre-temps, par exemple, un jeu comme StarCraft, c'est hyper complexe. Ouais. Les équipes de DeepMind ont aussi réussi à battre... je pense que battre les IA de DeepMind sur StarCraft, c'est impossible. Ok. Il y a énormément de... Est-ce qu'il y a encore un jeu dans le monde où... il faut le construire exprès, en fait. Mais oui, forcément, il y a encore un jeu. Je pense que, genre, le shogi, c'est un échec japonais. Ouais. Et là, il faut vraiment voir très profondément dans... Ouais, je pense que même le shogi, en vrai, je pense que... Mais par exemple, si on prend, par exemple, le jeu FIFA... Ah, c'est mort. Je pense... Enfin, une IA qui... Ouais. Par exemple, déjà, en mode hardcore... Oui, mais je veux dire, actuellement, les joueurs pros arrivent à battre le... Ouais, parce que IA, ils mettent pas le maximum, Voilà. mais En s'ils gros, ont envie... ils pourraient très facilement mettre un mode impossible. Ça serait injouable. Ce serait impossible de le battre, quoi. Ouais, mais même l'idée avec un jeu comme FIFA, c'est que si t'entraînes une IA dessus, que tu lui dis vas-y à fond, ouais. Elle va trouver des bugs, elle va exploiter sa propre... Elle va exploiter une faille du jeu, Ouais, elle va c'est battre ça, tout c'est le ça monde. le problème. Okay. Mais ça, c'est des problèmes de jeux de simulation où les règles elles sont un peu plus larges que celles des échecs, tu vois. En fait, pour expliquer comment ça se passe quand tu veux, si t'as un jeu, ouais. Prenons un jeu, genre, bon, on va essayer d'illustrer un peu ce que c'est que le renforcement. Donc, on peut prendre n'importe quel jeu, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle un gym. Donc, pour illustrer, on va imaginer 2 gyms différents. Par exemple, le dinosaure, là, quand on n'a pas Internet sur Google Chrome. Ouais, du coup, on doit en gros appuyer sur espace pour sauter quand il y a des obstacles pour passer au-dessus avec un bon timing, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, sinon, tu meurs. Okay. Et donc, voilà, il y a cette idée d'environnement un peu gamifié où tu as des points où tu peux mourir et tout ça. Et du coup, l'idée, ça va être de mettre donc notre fonction mathématique, ça va être un réseau de neurones, et de la faire jouer des parties comme ça aléatoirement. Et d'entraîner notre partie, et plus elle va loin, par exemple, dans le jeu, plus son score est élevé, plus on va favoriser cette version-là du truc. Et on lui fait comme ça, vu que c'est sur informatique, on peut lui faire jouer 1 million de parties à la seconde. Ouais. C'est aussi ça, c'est important, c'est d'optimiser la performance. Et donc il y a cette idée, en fait, où tu crées ton modèle d'IA, comme tu le veux, tu te dis ça va marcher, tu as ton environnement, ton gym de jeu, et tu prends ton modèle et tu le fais jouer des parties comme ça aléatoirement. C'est pas forcément aléatoirement, tu as des façons plus intelligentes de faire ça. Et à la fin, il va évoluer et il va atteindre un niveau qui est donné. Et c'est à peu près comme ça, même si j'ai vulgarisé, que ça fonctionne avec FIFA. Par exemple, FIFA, tu peux mettre ton joueur... tu donnes ta manette en fait informatiquement à ton ordi, et tu lui fais faire des parties comme ça jusqu'à qu'il soit de plus en... Mais du coup, moi je me dis, au début, il doit être ultra nul. Ah, mais au début, il sait rien faire, oui. Et après, ça a commencé à converger, tu commences à avoir quelque chose. Et un truc, un problème avec un jeu comme FIFA, c'est que c'est un jeu à 2 joueurs. Ouais. Donc, tu as 2 agents. Les modèles, là, les IA, on peut appeler ça les agents. Okay. Et ce qui est très compliqué quand tu as 2 agents, c'est qu'ils collaborent pas ensemble. Parce que potentiellement, ils peuvent faire en sorte de maximiser leur score. Ouais, ils pourraient tricher. Donc, mais c'est ce que tu dis des fois quand tu joues contre l'ordi. Par exemple, quand tu es à un stade de tirer un penalty contre l'ordi, tu peux te dire, théoriquement, le jeu, il sait où est-ce que moi je vise, tu vois. Du coup, il peut très clairement envoyer son gardien dessus, tu vois. Ouais, le jeu en lui-même, mais le sous-programme, on va dire, qui gère le gardien. Il communique pas. T'essayes de... normalement, si tu fais bien ton jeu, si tu fais ton IA et qu'il y a un agent qui a toutes les informations sur ce que va faire l'autre, c'est mort, c'est très compliqué, ouais. Mais souvent, du coup, il faut réfléchir pour pas que ça collabore et tout. Et ça se fait dans régler comment fonctionne ton modèle. Okay. Et après, une fois qu'il est entraîné, un exemple qui est pas mal, c'est dans GTA V quand tes persos se déplacent. Ouais. En fait, maintenant, même la plupart des trucs, souvent, tu vois, en fait, la façon dont ils marchent est très naturelle. Ouais. Et ça se retrouve dans pas beaucoup de jeux. Et en fait, c'est
ils n'ont pas enregistré dans des salles de mouvements. mocap les Ok, mouvements. ouais, comme ils font pour FIFA, par exemple. C'est que quand ils ont fini de modéliser un personnage, avec ses os et tout ça, et ben ils ont créé un environnement virtuel où le but, c'était de marcher 100 mètres, 1000 mètres et tout. Ouais. Et donc, t'avais plus de score quand tu marchais loin. Et ils ont mis une IA et l'ont fait marcher. Et elle a appris la démarche humaine comme ça. Parce que sinon, elle tombait, en fait. Parce que sinon, elle est tombée. Et donc, les 3 premières fois, elle est tombée. Puis après, elle a appris à commencer à bouger ses muscles comme il fallait. Et comme ça, t'apprends la Donc, démarche il faut humaine. coder les muscles, les os et tout ça. Ouais, quoi. il faut avoir... Bah ouais, ça, c'est... Tu codes la ton gravité environnement. et tout. Coder la gravité et tout. Et après, et ça émerge très, très vite. Et en fait, ça veut dire que, en gros... C'est le même processus que l'évolution humaine. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça prouve qu'on a établi le meilleur moyen de marcher, quoi. Parce forcément, ils ont des trucs un peu mieux, ouais. Ok. Mais genre, souvent, tu vas voir, du coup, si tu laisses tourner, ça va commencer à tricher, quoi. Ok. Et donc, il faut pénaliser cette triche. Ok. Mais ouais, ça prouve... mais c'est pareil, hein, en aérodynamisme ou des trucs comme ça, si tu fais un truc de renforcement, tu vas voir que la plupart des oiseaux, en fait, ont une forme quasiment optimale. C'est logique, en fait. Oui. Mais c'est la sélection naturelle qui a fait... Mais tu pourrais te dire... Enfin, la sélection naturelle, c'est un processus infini. Du coup, tu pourrais te dire que... c'est comme l'entraînement. Oui, tu l'arrêtes au bout d'un moment. Tu pourrais dire, voilà, ce qui est actuellement, ça va être dépassé plus tard, quoi. Et du coup, tu peux prédire les prochains oiseaux. C'est parce que ponctuellement, tu as des émergences de choses aléatoires. Et du coup, tu peux avoir des changements, vu que c'est aléatoire, et que l'aléatoire est infini, entre guillemets, tu peux avoir des changements infinis. Et du coup, c'est ça qui va modifier un tout petit peu les oiseaux, par exemple. Okay. Et ça c'est un truc qui peut être pas mal, si vous avez le temps là de regarder, c'est de taper, je vais retrouver le nom. En gros, là, dans ce que j'ai dit là pour le processus par renforcement, il y a donc une méthode d'apprentissage qui est celle dont je parlais là avec l'aléatoire, s'appelle les algogénétiques. Et du coup, bah, ça, c'est un peu l'idée de l'évolution humaine. C'est-à-dire que le plus performant, il va faire 10 enfants, le moins performant, il va en faire quelques-unes. Et les 10 enfants du plus performant, enfin, les enfants des modèles, il va y avoir des petites variations comme ça. Et ces petites variations, bah, peut-être qu'elles vont améliorer. On recrée la nature dans ça. quoi. Et ça, bon, après... Mais c'est tout à fait ce que je disais. Ouais. Et du coup, dans ces types d'algos-là, on laisse quand même une part d'aléatoire qui vient potentiellement ajouter des nouvelles choses en plus qui permettent d'améliorer notre programme. Et est-ce que quelqu'un n'a pas déjà modélisé la Terre, quoi, enfin, pour savoir comment dans une simulation, pour savoir comment l'humanité va finir, quoi. Mais ça existe énormément. Après, tu verras pas une modélisation. C'est impossible d'être assez précis pour. Mais des modélisations d'économie et tout comme ça. D'économie, mais sur vraiment. Il y a trop de facteurs. Après, tu as la limite de la puissance du calcul, parce qu'en plus... C'est ça. Mais théoriquement, si tu as un méga giga supra calculateur, tu peux prédire la fin du monde, quoi. Attends, il y a quand même une part de secret qui se cache. Après, je pense qu'on n'est pas loin sur certains trucs. Enfin, pas de prédire la fin du monde et tout, mais de modéliser des modèles simplifiés on a de les notre... prédictions météorologiques, quoi. Enfin, les réchauffements climatiques et tout ça. C'est des prédictions. Après, ils sont tous basés sur des technos de renforcement et d'IA. Enfin, ça, c'est. Déjà, la météorologie en soi, c'est ça, quoi, du coup. Du coup, je retrouve pas le nom, mais tapez Cars Simulation Reinforcement Learning. Et il y a une petite application où en fait, du coup, pour illustrer un peu, le problème, c'est tu as une sorte d'une voiture et tu veux trouver la forme optimale pour un terrain. Okay. Et en fait, très vite, tu as des voitures qui vont, par exemple, tu vas avoir l'émergence d'une petite bosse quelque part qui va permettre à 600 mètres plus loin de pouvoir monter la colline, quoi. Okay. Et ça c'est super intéressant ça. Ouais. Et donc ça peut tourner dans votre navigateur. Donc si vous voulez entraîner votre petit IA. Okay. Donc là, c'est pas un réseau de neurones. Ce qu'on optimise, c'est la forme de la voiture. Ok. On mettra en description ce petit jeu là. Justement, Julien, tu me fais une parfaite transition avec ton jeu de voiture là, puisqu'on va partir sur le fonctionnement des véhicules autonomes. Du coup, ce que je comprends avec tout ce qu'on a dit depuis le début, mais n'hésitez pas à me corriger, à rajouter des choses, c'est qu'en gros, le véhicule autonome, il va prédire une trajectoire via les facteurs qu'il va analyser autour de lui, quoi. Ouais. Ok. Tout à fait. Tu vas prévoir les manœuvres. Tu vois, les sorties, ça va être les manœuvres à faire sur la voiture. Ok. Du coup, entrée, en gros, il y a le plus gros du travail, c'est l'analyse de l'environnement, quoi. Ouais, faut que tu segmentes, ouais. Entre autres, ouais. Ok.
Et en sortie, du coup, ça sera la gestion des freins, de l'accélérateur, du volant et tout ça. Ok. Du coup, pour en revenir à ce que je disais juste avant là, avec le truc d'un jeu. Ouais. En plus, on parlait de GTA. Et il y a quelqu'un qui a codé un truc de conduite autonome dans GTA. Ok. Et, même en particulier, hein, ça se fait très facilement. Et en utilisant l'environnement GTA. Ok. Genre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un programme qui permettait de contrôler la manette en Python. Ouais. Il a recodé en fait, et son algo du coup, il le laisse tourner pendant 18 heures. Ok. Il joue à GTA et à la fin, il arrive à avoir un véhicule qui arrive à suivre la route et à écraser personne. Ouais, et là, pour le coup, c'est même un algo de deep learning vraiment profond parce qu'il a juste l'image du jeu GTA. Du jeu. Ok. On pourrait donner un truc par l'image qu'il y a dans le moteur de jeu, c'est-à-dire le vrai environnement 3D avec les distances et tout. Là, on lui donne juste l'image plate en 2D. Ouais, en 3 couleurs 2D. Ok. Et c'est sensiblement la même chose qui se fait ce que tu trouves dans les voitures autonomes actuellement. Hein. Elles ont des caméras de partout. Et on va faire entraîner la voiture, mais pas dans la vie réelle, parce que dans la vie réelle, tu es limité par le temps réel. Alors que sur un ordi, tu peux accélérer à x1000 et là, ça va beaucoup plus vite. Ok. Et du coup, une réponse rapide en oui ou non avant de passer sur la troisième partie. Est-ce que vous aurez confiance en un taxi autonome aujourd'hui? Est-ce que vous auriez confiance dans un taxi autonome dans 50 ans, par exemple? D'après toi, Mathéo, est-ce qu'aujourd'hui, tu rentrerais dans un taxi qui t'amènerait de chez toi à Gare du Nord sans que tu aies aucun contrôle sur les manettes, quoi? Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais dans pas longtemps, je pense que oui. Et il faut aussi avoir une campagne de sensibilisation pour les gens, pour pas faire n'importe quoi avec ça, etc. Mais sinon, je pense dans le futur, ouais. Ok, toi, Julien? En fait, il y en a pas qui sont déployés, mais s'il y en avait qui seraient déployés, je pense que dès aujourd'hui, c'est possible. Ouais. En fait, il y a pas mal même de circuler en ville, quoi. Il y a pas mal d'IA, qui ont déclaré en fait qu'ils étaient plus sûrs que l'homme. Oui. Mais le problème qu'il peut y avoir quand même, c'est la cohabitation entre des voitures autonomes et des voitures pas autonomes et des humains. C'est ça. Ok. Parce que les humains font des erreurs et tout ça, et ça, les voitures autonomes, elles peuvent avoir beaucoup plus de mal avec ça. Ok. Et mais on en est à un niveau. Il y avait par rapport à l'éthique, il y avait un sondage en fait. Je crois que c'était le MIT. On était arrivé en fait à un moment où les voitures autonomes, elles avaient un tel contrôle, parce que forcément elles réfléchissent beaucoup plus vite. Ouais. Elles avaient un tel contrôle que par exemple t'as une petite fille qui traverse la route avec son papy. Ah oui, la voiture autonome, elle est capable de ne soit tuer l'un ou l'autre, mais elle peut pas sauver les deux. Ouais. Qui tu tues? La petite fille ou le papy parce qu'il est plus vieux. Oui, mais il y a quelqu'un qui a fait exprès de passer au feu rouge ou l'autre personne qui est sur le trottoir. Ouais. Qui tu tues? La personne qui a fait une erreur, mais peut-être qui est plus jeune, ou la personne. Et en fait, on en arrive à un niveau où elles ont des capacités de choix qu'on n'avait pas en fait. Et du coup, ça pose problème ça. Mais je pense qu'on en est déjà à un niveau très très bon. C'est-à-dire mieux que l'homme. En plus, les voitures, une IA, ça boit pas, ça. Ouais, non, mais c'est vrai, la moitié même beaucoup plus que la moitié des accidents de la route, c'est ça. Ouais, c'est de l'erreur humaine. Ouais. Ok, mais on va d'abord. Je vais d'abord vous poser la question qui m'a été posée donc sur Instagram vis-à-vis de l'éthique de l'IA, et puis ensuite on va parler de ça, on va dérouler sur les autres questions, et on terminera justement avec les biais que peut créer l'intelligence artificielle, et du coup là on reviendra sur ces choix un peu cornéliens. Mais avant, du coup, la première question qui a été posée, donc c'est en relation avec l'implantation de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Est-ce que pour vous ça va mettre en gros la moitié des gens au chômage, quoi? Vas-y Mathéo, je te laisse. Franchement, je suis pas dans la vie active, donc je ne peux pas essayer d'imaginer ça, mais... Je vais illustrer. En gros, il y a Oxford qui ont fait une estimation, donc aux États-Unis, qui ont décrété que 47% des métiers étaient automatisables, et si on se base sur les mêmes critères de sélection, en France, ça équivaut à 42%. Mais il y a une erreur qui a été pointée dans ce type de raisonnement, c'est que en fait ils basaient uniquement leur étude sur les critères que le métier de manière générale demande.
Par exemple, un avocat, ce qu'on va lui demander, c'est de connaître le code du travail. Ben, un IA peut Ouais. très facilement apprendre le code du travail, Il y mais a plus il que pourra ça. pas du tout, voilà, faire le travail d'un avocat. Et du coup, si on recalcule avec une estimation qui est dite centrée sur la tâche, donc où on prend en compte chaque tâche que va exercer une personne qui fait ce métier, on tombe à 10% de métiers supprimés. Mais en parallèle, on a une transformation, donc une intégration de l'IA dans 50% des métiers. Et moi, du coup, sur une question éthique, je pense que le raisonnement, il va plus d'être d'accepter la présence d'intelligence artificielle dans nos métiers, mais que ça va pas réellement supprimer beaucoup de boulot, quoi. Mm. Bah après, il y a pas mal de travails en fait qui sont pas menacés par l'IA en elle-même, mais par l'informatique et l'automatisation et tout ça. Ouais. Du coup là, faut pas trop y voir. En fait, beaucoup de fois, les gens ils se rendent pas compte. En fait, l'IA elle est autour de nous, mais elle est surtout sur des trucs qu'on pouvait pas faire avant. Et elle a pas tant remplacé de métier que ça pour l'instant. Ok. Mais par exemple, si Mais on prend l'exemple des caissières, ouais, bah, mais du coup, c'est pas de l'IA, tu vois, les caissières, t'as pas Oui, besoin voilà. de genre C'est juste les ouais, caisses automatiques. c'est juste une machine classique, quoi. Mais Mais du coup, après, tu peux avoir l'IA derrière en mode que t'as pas même pas de caisse, tu vois, qui détecte tout seul ce que tu prends. ouais, Ça se fait en ce moment. ok. Mais Mais là, pour le coup, c'est un métier qui peut facilement être remplacé, quoi. ouais, mais pas forcément à cause de l'IA. Ouais, c'est ça. Et après, C'est plutôt pour des questions d'optimisation ouais, Ouais. de temps et tout euh, ça. Du coup, c'est plus à la responsabilité, en gros, du patron de... après, ce qui est inquiétant, mais c'est pas si inquiétant que ça quand même dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'effectivement, même les métiers qui sont, par exemple, faire du code, c'est quelque chose qui est très poussé. Ouais. Tu as des IA qui commencent à en faire, mais c'est des balbutiements. Mais tu sais pas comment ça peut devenir, quoi. Et en fait, ce qui se passera, je pense que c'est que les personnes coderont avec des IA. Enfin, ça viendra aider l'homme. Ok. Mais il n'y a pas de. Je pense qu'on peut pas voir l'avenir et c'est possible que ça remplace énormément de métiers. Après, là, c'était la même chose. Il y a. Donc toi, tu penses que ça va vraiment remplacer les métiers, quoi? Bah, après, le métier de taxi, si on a des voitures autonomes Ouais. et qu'en plus on dit qu'on interdit les hommes de conduire, bah, Forcément forcément ça va ouais. disparaître. Oui, comme les bus et comme les métros, Ouais. en fait. Bah, le métro a remplacé C'est un le peu train, les. quoi. Ouais. Le métro, tu vois, il n'y a pas de conducteur à Toulouse. Ouais. Genre, ça a remplacé des bus. Il va juste falloir s'adapter, je pense. Ce sera Ouais. juste un tournant dans la société, mais ouais. Ouais. Et est-ce que ça va, en contrepartie, pouvoir créer une émergence de nouveaux travails, quoi, qui vont permettre Ouais, bah, ça sûrement. Bah, il faut de garder une forcément population active? redistribuer, ouais. Oui, oui. Rien qu'avec Mais la c'est donnée, un du peu coup, on en comme, parlait, de bien choisir Ouais, la mais bonne donnée, etc. du coup, là, ça va être c'est des postes qui sont très, très qualifiés, quoi. Bah, ça dépend de la donnée. Si je te montre une voiture, par exemple, ce que tu fais sur quand tu valides pour dire que t'es pas un robot sur les sites, ça c'est Ouais. automatisé pour Mm. tous les utilisateurs, mais ça tu pourrais le donner à faire à quelqu'un, il n'y a pas besoin de qualification particulière. Ouais, mais du coup, il y aura une aliénation, quoi. Ouais, Enfin, ça Oui. c'est. Et voilà, Ça, ça c'est autre chose. les CAPTCHA, bah, du coup, c'est un aparté un peu loin du débat, mais les CAPTCHA, faut savoir que de labelliser des données, un homme comme ça, là, qui dit qu'est-ce ça, qu'il c'est voit un sur une chat, ça, image et c'est un tout, chien, ouais. etc. Ouais. C'est un travail qui se fait énormément dans les pays émergents. Ouais. Il y a même Amazon, une plateforme Amazon dédiée à ça. Donc on le fait malgré nous quand on rentre un CAPTCHA sur un site pour dire qu'on n'est pas un robot. Ouais. On sélectionne les bus. Souvent en plus c'est des problèmes genre de code de la route. Hein. Donc Ouais. tu vois bien à quoi ça sert Ouais. le truc. Mais ça se fait beaucoup. Il y a des gens qui sont payés pour ça. C'est leur travail quoi. Il faut des captcha à longueur de journée, quoi. Ouais, enfin pas forcément des CAPTCHA du coup, mais de trouver trouver où est le chat. D'identifier dans pour une aider la image. machine à s'améliorer, Ouais, quoi. pour avoir des grosses bases de données. Ok. Et mais du coup, ouais, sur l'aliénation, ça peut être un souci ouais, qui arriverait. Après, c'est normalement, enfin, l'idée, ce serait qu'il faudrait pas que les entreprises qui aient ce pouvoir-là et qui commencent à automatiser, donc pas forcément l'IA, hein, Ouais. mais il faudrait pas qu'elles s'accaparent le capital et qu'après t'aies des gens au chômage qui fassent rien, quoi. Ouais. Et donc, s'il y a bouleversement, il faut que ça se fasse de façon équitable, quoi. C'est ça l'enjeu, Ouais, c'est plus empêcher le bouleversement, ça pourra pas se faire. Enfin, Ouais. C'est plus empêcher le Ouais. monopole et ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est ça. empêcher le monopole. Parce que sinon, Mais est-ce qu'on a des idées
d'emplois non aliénants, quoi, qui pourraient remplacer les conducteurs de taxi ou les caissières, ce genre de choses, quoi. Pas forcément, pour l'instant. Du coup, on va chercher le même travail, quoi, c'est bizarre. Tu vas peut-être pas remplacer le chauffeur de taxi, mais tu vas peut-être embaucher plus de personnes à faire des nouveaux sites, des nouvelles compagnies, etc. Oui, mais il y a une réorganisation des compétences, Ouais, c'est voilà, sûr. c'est ça. Mais en gros, c'est dès la formation. Enfin, en gros, ça n'existe pas, mais entre guillemets, les écoles de taxi vont fermer au profit de nouvelles places qui s'ouvriraient dans des écoles d'autres trucs, quoi. Ouais, voilà. Enfin, après, ce qui- ça se trouve, il y en aura toujours, parce que voilà, et ce sera peut-être vintage, tu vois, on va utiliser des vieux taxis d'avant pour Ouais. faire des places historiques dans les villes, j'en sais rien. Ok. L'état où on en est un peu sur ce bouleversement, c'est que pour l'instant, les entreprises n'ont pas commencé en fait à déployer vraiment des solutions IA pour remplacer les employés. Ouais. En tout cas, pas largement. Mais par contre, la technologie, enfin, ils sont en train d'essayer de la pousser au maximum. Donc, je pense qu'on arrivera aux limites. Mais pour l'instant, moi, j'avais regardé une IA, c'est une méta-IA, c'est-à-dire qu'il y a énormément de paramètres, qui s'appelle GPT-3. Et en fait, elle est capable, du coup, de faire ce que tu veux avec du texte. Et après, c'est toi qui vas la spécialiser. Mais elle est déjà capable de coder de façon très bien, quoi. Enfin, tu lui expliques ce que tu veux et elle peut te faire du code. Et elle code. Ouais, Elle programme elle code toute seule. Et elle a pas une coupe. Enfin, c'est encore très loin, mais c'est possible, tu vois. Alors que faire du code, c'est quand même quelque chose de compliqué, ouais. Ouais, de chaud. Enfin. Mais il y a des résultats intéressants quand même. Hein. Enfin, je trouve que c'est bluffant déjà ce qu'il y a. Ok. Mais justement, comment est-ce qu'on peut rassurer les gens qui ont peur de ces progressions technologiques, quoi? Ouais, je sais pas. C'est compliqué. Franchement, je sais pas, parce qu'en plus, c'est des personnes, souvent, c'est des personnes qui connaissent mal la technologie. Oui. Et après, il y a des trucs quand même qui sont pas rassurants. Enfin, Ouais. je veux dire, l'IA. Il faut paniquer, en fait. Ouais, enfin, c'est ça. je veux dire, quand tu regardes ceux qui sont très 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 bons en IA, et en plus, ce qui est chiant, enfin, ce qui est très problématique, c'est que on a dit que pour l'IA, il fallait soit énormément de données, soit à défaut d'avoir des données, énormément de puissance de calcul. Et c'est les mêmes entreprises qui ont ça. Enfin, c'est Google, elles ont la Nvidia, puissance de calcul et les données, quoi. elles ont le budget, forcément tout. Donc, ouais, enfin, quand tu vois la puissance de calcul qui est déployée par Google, ça n'a rien à voir. Enfin, et donc, c'est pas rassurant, ça centralise énormément, donc c'est pas forcément rassurant. Même pour tout le monde. Je trouve pas Ok, mais donc vous pensez qu'un jour l'IA va vraiment remplacer Non, après, le grand remplacement. Ce qui est sûr pour moi, c'est que genre l'IA d'elle-même ne va jamais, comme il y en a qui ont peur de ça, c'est genre l'IA prend le pouvoir toute seule. Il y a forcément quelqu'un derrière. Tu Oui, vois. en fait, c'est juste des êtres humains qui le font déjà. Voilà, en fait, elle décidera pas toute seule d'aller se mettre dans les supermarchés et faire la caissière. Enfin, ça peut pas arriver. Ça. Mais c'est ce que je voulais introduire par le dernier thème que je voulais aborder cet épisode, c'est sur les biais ou sur les décisions qui pourraient moi que je trouve qu'on attribue à l'IA, qui a bon dos sur certains sujets, mais en fait qui sont des problèmes, c'est humain, ouais. qui sont des problèmes qu'on s'applique à nous-mêmes en fait, mais qu'on essaye de dire c'est la faute de l'IA, mais en fait c'est. Ouais, c'est sûr. Et niveau problème de la société, et justement je rebondis là-dessus, niveau problème de la société qui influe sur les IA aussi, c'est par exemple des choses en lien avec qui va sortir quelque chose de raciste ou de sexiste, etc. Ouais, mais justement je pense que t'as en tête le bot de Twitter là. Bah là oui, pourquoi pas, mais j'aurais donné un autre exemple sinon de autre chose, mais oui, c'est en fonction des données que tu lui donnes, si tu as mal calibré tes données ou si tes données sont à la base truquées parce que truquées, pardon. On peut même pas truquer d'ailleurs, je sais pas comment on dit là. Bref. Biaisé. Biaisé, ouais, tout simplement. Si par exemple, je sais pas, on imagine on a envie de décrire un profil d'un dirigeant de pays, tu vois, avec les données qu'il y a actuellement et des anciennes données, ça risque d'être un homme qu'on va prédire, tu vois, alors qu'on n'a pas forcément envie. L'IA est pas sexiste, juste, elle s'est basée sur des faits, tu vois. Oui, et sur le sexisme humain en fait. Ouais. Mais il y a plein de cas. Par exemple, il y a un domaine qui est très porteur, c'est la médecine avec l'IA. Par exemple, la détection de cancer. La détection de cancer, sur les radiologies. Et en fait, juste avec même une image sur un smartphone, du coup, ça c'est du deep learning. On ne sait même pas, nous les hommes, où est l'information qui
que l'IA fait pour En fait, déterminer qu'il y a c'est un la cancer. boîte noire. Ouais. On entre la photo, l'IA nous sort le résultat, C'est et il y a ça. le deep learning au milieu qui calcule via ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais nous, on n'a pas l'éclairage sur ce qui se passe au milieu, quoi. Tu peux aller regarder ce qui se passe dans le réseau de neurones, mais de toute façon, je pense qu'on est trop stupide pour l'instant pour comprendre ce qui se passe. Ok. Tu vois le truc, mais tu comprends pas pourquoi. Est-ce que, si on sait que ça marche à 99%, est-ce qu'on va lui faire ça marche à 99%, mais il reste 1%. le truc, déjà c'est mieux c'est déjà mieux que médecin, c'est ce que j'allais dire. C'est déjà bien. Ouais. Mais du coup, la problématique, c'est que en fait, les bases de données qu'on a de peau avec les cancers et tout, c'est les Américains, les Australiens, les Européens. On n'a pas de peau noire, on n'a pas de ça. Ok. Et du coup, c'est que des taches noires sur des peaux blanches, quoi. L'algorithme ne sait pas, ne sait pas généraliser du tout en fait si t'es pas caucasien. Ok. Et donc, il est hyper biaisé en fait. Oui, du coup, ça crée une élitisation de la médecine. Et parce que les données accessibles, je pense que ceux qui ont fait de la recherche sur ça sont essentiellement dans les pays développés. Ouais. Et mais t'as vu pareil au début avec Face ID, ça marchait très mal sur les peaux noires, quoi. Ouais. T'as énormément de cas comme ça. Après, du coup, ça c'est pas sur les données, mais c'est un autre truc qui là parce que je vois que t'as écrit IA de recrutement raciste. Ah oui. Et moi, du coup, quand j'ai fait le recrutement pour mon alternance, j'avais postulé à une grande boîte qui fait de l'aéronautique à Toulouse, et qu'on va pas citer. Et du coup, dans le processus de recrutement, ils ont quelque chose qui, franchement, je trouvais ça très dérangeant. En fait, c'est une plateforme, donc ça, je peux citer, ça s'appelle HireVue. Et du coup, ça s'appelle comment? HireVue. Ok. Et en fait, t'es là, t'as des questions sur ton ordi. Il te dit, t'as 30 secondes pour préparer. En plus, c'est pas forcément des questions évidentes. Hein. Ouais. Et là, ça active la webcam et tu parles. Ça enregistre ça le met dans un dossier. Et après, du coup, ils ont les vidéos. Ils peuvent faire des trucs avec de l'IA, par exemple, calculer la diversité de ton vocabulaire, okay. Les mots-clés, ton niveau d'anglais. Okay. Et tu peux être éliminé comme ça parce que automatiquement. Ouais. En quelque sorte, les RH, ils ont plus de travail. Quoi. Enfin, ouais. Mais en soi, c'est ils te font un sport. Ouais, mais en soi, c'est. Ouais. Est-ce que c'est dérangeant parce qu'en soi, le RH, il l'aurait fait à la place de l'IA au final? Bah non, parce que tu penses qu'elle peut si l'IA le fait mal, c'est chaud. Ouais. En gros, il prend l'émotion. En plus, t'as pas de discussion avec quelqu'un. Enfin, oui, là, c'est pour après, c'est un premier entretien sur 4 entretiens, tu vois. Oui. Mais ça peut déjà éliminer des gens. Est-ce que du coup, on pourrait contrer et en plus, coder un bot? Le pire, c'est que j'ai vu des gens du coup sur internet qui étaient là, qui diversité vocabulaire, enfin, tu sais, des petites techniques, quoi. C'est triche, ouais. Et en gros, tu lis le speech parfait qui te fait up dans les algorithmes. Déjà, si tu sais qu'il y a un algo de diversité vocabulaire, tu vas peut-être parler différemment que celui qui est pas au courant, quoi. Ouais. C'est ça. Mais oui, ça, c'est le jeu du chat et de la souris, quoi. Les gens trichent sur leur CV depuis 1000 ans. C'est ce que j'allais dire, même dans les entretiens classiques, si tu parles mieux, c'est mieux. Enfin, tu vois. Oui. Après, tu vois, imagine que l'IA a des défauts et que tu trouves ces défauts-là. Oui, sans le savoir, en fait. Ouais. Tu rentres, si tu tombes sur un bug. Et puis même, dans les écoles d'ingé en France, t'as un étudiant sur 3 qui est étranger, du coup, il n'a pas forcément un niveau de français excellent. Ouais. Et donc. Et pourtant, il peut être très très bon en programme, quoi. C'est en entreprise, ça n'a rien à voir. Mais comme sûrement que Après, faut-il que l'entreprise derrière, les RH, ils utilisent cette information. Ouais. Mais s'ils l'utilisent naïvement, c'est pas forcément un bon critère. Oui. Du coup, il faut une formation du personnel qui utilise cette technologie, quoi. Mais je trouve que ça a été déployé alors que je suis pas sûr que les RH derrière soient sûrs déjà de qu'est-ce qu'il y a dans le scoring de l'application. Ok. Et donc ça peut être très problématique, ce genre de truc. Après, il me semble qu'ils essayent d'apporter de plus en plus de précision sur les choix de l'IA. Et c'est un peu un mouvement qui avance en ce moment, c'est de pouvoir expliquer pourquoi l'IA a choisi ça. Et c'est utile notamment pour des emprunts à la banque, etc. Si la banque veut automatiser ça, il faut qu'elle puisse expliquer pourquoi elle a refusé un dossier qui a envie d'avoir un emprunt. Tu vois. Mais c'est comme techniquement, les recruteurs, ils sont obligés de te donner une explication s'ils te choisissent pas. Normalement. En fait, du coup, en faisant ça, tu es obligé de un peu brider ton IA, parce que comme je le disais avec le cancer, c'est que de toute façon, si on veut donner une explication de pourquoi il a déterminé qu'il y a un cancer, il va falloir expliquer. On peut trouver le noyau de où est-ce qu'est la zone qu'il a utilisée, mais tu peux pas expliquer, pourquoi l'algo a déterminé ça. Ok. Oui, mais justement,
Alors que Enfin, si on se limitait à faire un truc, tu vois, qu'on pouvait expliquer, bah, sûrement qu'on n'arriverait pas au-dessus du niveau de l'homme. mais théoriquement, si tu mets un médecin derrière l'IA, lui, il va pouvoir t'expliquer, en fait. Ouais, bah, après coup, enfin, tu vois ce que je veux dire, Après en gros. coup, ouais. Mais en gros, t'as un médecin qui va expliquer 10 000, Enfin, 10 000 trucs, quoi. ce cas d'usage là Il aura pas besoin d'analyser, quoi. Il aura Ouais. juste besoin Mais, de regarder le résultat, mais sans faire la consultation, quoi. mais disons que, ouais, en tout cas, dans la recherche, il n'y a pas beaucoup de monde qui perd du temps à expliquer parce que bah, le but, c'est pas ça. Pas Et en fait, d'expliquer, ouais. ouais. C'est d'avoir des résultats, ouais. Et alors que, voilà, ça peut, du coup, c'est un problématique d'éthique qui se pose pas assez, ouais, d'expliquer. Après, je sais que ça se fait beaucoup, mais c'est très compliqué en plus. Enfin, quand tu as un modèle qui est énorme, tu sais pas d'où Ouais. d'où C'est sort même pas que t'as pas envie, l'information. c'est Ouais. que c'est dur, quoi. Ouais. Ok. Il faut bien le passer en amont, je pense. Et pour finir, donc on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des véhicules autonomes et des problèmes dont tu as parlé. En fait, c'est des problèmes, donc quand on dit bah, l'IA, est-ce qu'elle va choisir d'écraser telle personne ou telle personne? En fait, la question, on la pose pas à l'IA, on se la pose à nous-mêmes, en fait, c'est ça. C'est que du coup, enfin, je sais pas, moi, souvent, l'argument contre les véhicules autonomes, c'est ça, quoi. C'est, toi, t'aurais pas choisi ça, mais Bah, le je sais souci, pas, c'est enfin, qu'on n'avait pas le choix avant. Enfin, je pense qu'un humain n'avait pas le temps de réaction pour choisir. Aucun moyen, c'était son choix personnel. Ouais. Là, la question se pose dans l'algorithme. Ouais. Du Mais coup, l'objectif, faut ça qu'on va donne plutôt une être, réponse. enfin, l'objectif, ça va être plutôt de réduire les apparitions d'événements qui font que t'as pas le choix, quoi. Genre éviter de rouler Ah, à mais ça, de toute façon, 180 c'est la km/h. priorité avant tout, tu vois. Ouais. Mais quand c'est Mais en est-ce que dernier cas, ça quand va arrive, arriver, ce genre de... bah, Bah, je pense que forcément, comme ouais, les accidents de partout. Enfin, mais peut-être Ouais. que ça va réduire le nombre d'accidents quand même. Bah, c'est sûr que ça réduira drastiquement mais encore faut-il que bah, déjà toutes les lignes des routes soient tracées correctement et que tous les Ah, mais piétons respectent pas le code de la route, forcément. quoi. Genre, Il y a plein de voitures qui roulent Mais même parce les que voitures, ouais. sans les lignes, ouais. Même c'est ça qui me fait dire en fait qu'on n'est pas si loin. C'est que même dans des environnements qui sont tout foireux, ouais. on a des très bonnes performances. Alors que Sur une route t'as de des... campagne qui est pas éclairée, sans ligne, et une voiture, aujourd'hui, elle arrive à suivre la route. Ouais, il y a pas de souci. Même des voitures déployées. Enfin, Ok. mais la question, enfin, les Tesla le font très bien. Mais la question, c'est déjà, elles peuvent faire plein d'erreurs, ça c'est sûr. Ouais. Mais en fait, leur environnement n'est pas adapté à elles. Donc là, si on décidait en 2021, je pense, d'adapter leur environnement, on pourrait faire rouler des... Bah, il y en a une au sud de Toulouse, il y a une entreprise qui fait ça. Ouais. Si tu vas au Cancéropole et tout, là, tu peux y aller en voiture autonome. Et du coup, ils ont fait des Oui, routes il y a exprès, un tu bus vois. là-bas. Il y a un Voilà, bus c'est ça. carrément. Ouais. Et du coup, bah, quand c'est fait exprès, je pense qu'on arrive, il y a vraiment pas de Mais risque, là, quoi. en gros, mais Quand du coup, tout il est faut bien marqué et tout, il n'y a pas de risque. Ouais. Mais le fait qu'on y arrive sans que ce soit parfait comme environnement, Ouais. c'est déjà très prometteur, quoi. Ok. Et du coup, après, je pense que c'est un choix. Mais donc pour vous, c'est possible en tout cas. Oui, mais c'est sûr. De toute façon, c'est juste un problème d'adaptabilité de l'environnement à la machine, quoi. Mais même sans s'adapter, je pense que ce sera. De toute façon, tu le vois en fait quand quelque chose passe l'échelle de l'industriel, c'est que voilà. Ouais, Enfin, moi, en vrai, je pense que dans même pas 7-8 ans, il y a déjà une voiture Apple autonome. Enfin, même 3-4 ans. Hein. Bah, il y a déjà On les est Tesla, vraiment hein, pas c'est loin. juste. Ouais. Ouais, il y a déjà les Tesla. Enfin, je dis Apple parce que ils injectent énormément d'argent, mais on n'entend rien. En fait. Google, c'est pareil, Nvidia, c'est pareil. Okay. Du coup, en tout cas, ils injectent beaucoup d'argent. Donc, soit vraiment, ils sont pas efficaces. Ouais. Après, si tu fais une sorte de piste cyclable, tu vois, mais en mode piste de taxi, de voiture, il y a pas de raison que ça foire, à part si vraiment il y a un problème, genre un mec qui fout une poubelle en plein milieu, j'en sais rien. Ouais, mais ça, c'est juste qui peut arriver, tu vois. Ouais, bah ouais. Mais du coup, faut après, même des agents, tu vois, pour régler ça. Ouais. Il faut s'il y a une poubelle, il faut que... disons que si tu as un environnement fermé, tu as moins d'imprévus. Oui. Donc ton IA, tu peux l'entraîner sur un truc plus simple, quoi. Ouais, bah voilà. Ouais, le truc, c'est pas non plus d'avoir les rails, quoi. Voilà, ça c'est le tram, ça c'est le tram ou le métro, ouais. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il serait pas... Enfin, est-ce que du coup, le fait juste de laisser un volant et une pédale de frein, ça serait largement suffisant, en fait? Parce que du coup, avec le volant et la pédale de frein, l'utilisateur, il a juste à rester éveillé
Et puis il peut empêcher le pourcentage d'accidents qui serait arrivé s'il n'avait pas eu le volant, peut-être. Et le problème qu'il y a avec ça, c'est que c'est un peu comme les vaccins, tu vois. S'il y a un mort du vaccin, c'est la catastrophe, tout le monde va dire que le vaccin est pourri. Ouais. Et là, c'est pareil, s'il y a un accident à cause d'une voiture autonome, c'est la catastrophe. Alors Oui, qu'il y a des millions d'accidents à cause de à cause personnes des gens. bourrées. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'elle soit irréprochable sur tous les points, sinon ça va Oui, faire un mais gros bad buzz. est-ce qu'on n'est pas prêt à accepter Mais je cette crois perte qu'il y avait des études qui disaient qu'on était déjà à un niveau sur les Tesla qui permettrait de sauver énormément de vies. Oui, mais de toute façon, c'est sûr. Enfin, il n'y a même pas besoin de faire d'études. C'est juste. Mais, tu regardes toutes les dashcams Tesla, des trucs comme ça. Donc voilà, après on n'est pas encore à le déployer, ça c'est sûr. Ouais. Mais d'un point de vue IA, en fait, on va dire la piste, elle est sûre, tu vois. On sait qu'il y a quelque chose à faire là-dedans et que c'est possible, tu vois. Okay. Et puis encore une fois, on parle de pays riches parce que je suis pas sûr que les voitures roulent n'importe où dans les pays moins développés où les routes, il y a des énormes trous et des machins, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, disons qu'il faut avoir l'information et tout ça. Donc ça, c'est pas donné à tous les pays, quoi, d'avoir juste une cartographie déjà, c'est même, je veux dire, c'est plus simple de faire rouler une voiture, même si c'est un 4x4 ton truc. Si tu le fais rouler sur une route qui est complètement défoncée parce que ils ont pas l'argent pour réparer les routes ou parce que c'est des sortes de chemins, c'est compliqué, tu vois. Il y a des fois, l'humain, il va peut-être prendre des décisions un peu risquées, mais qui sait que ça passe, tu vois. Très bien. Et bien, écoutez, on est arrivé au bout de ce premier épisode. Merci à vous d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. Ouais, merci. Que vous avez pu parler de tout ce que vous vouliez durant cet épisode. Très intéressant d'échanger autour de ça. Eh bien, écoutez, plaisir partagé. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez également apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à nous le faire savoir sur Apple Podcast notamment. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter et sur Instagram @le_podcast. Et puis vous trouverez dans la description la plupart des extraits sonores utilisés ainsi que des sources que nous avons citées lors de cet épisode, avec des petits liens qui vous emmèneront sur ce qu'ont dit nos invités. Et puis n'hésitez pas également, si vous avez envie de partager ou de nous faire des petites remarques sur ce qui a été dit aujourd'hui, à nous contacter par mail ou via nos DM Instagram. Si l'épisode vous a plu, restez connectés parce qu'on va bientôt enregistrer un second épisode sur le thème de l'IA, donc avec mes deux invités, qui viendront nous parler et présenter des projets d'intelligence artificielle qui les ont marqués. Donc voilà, ils viendront nous parler de tout ça dans un prochain épisode et puis on fera également un petit jeu autour de l'IA. Donc voilà, et puis en attendant, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.